Bon, bienvenue pour cette nouvelle soirée avec Emmanuel Pierrat. Elle était prévue à l'origine pour le mois de mars, et puis le coronavirus nous a un peu perturbé notre programmation. Donc maintenant, c'est aujourd'hui qu'il va nous exposer son livre sur les faut-il rendre des œuvres d'art à l'Afrique. À vous la parole. Merci beaucoup François. Je vais essayer de parler de façon audible. Si vous m'entendez au fond, faites pas des signes si jamais je descends le ton de ma voix. Comme au prétoire. Au prétoire, je la descendrai encore plus. Mais D'accord. voilà. Donc on va essayer de ne pas plaider et de ne faire condamner personne, ou de ne faire acquitter personne pour l'instant. D'abord, merci infiniment François pour cette invitation, même différée et reportée. Je dois vous faire un aveu, je ne peux rien refuser à François Panier parce qu'il m'a soutenu aux élections municipales quand je me suis présenté ici, que j'ai été élu. Donc un rituel chamanique m'a valu que les urnes soient remplies à ma faveur, donc je lui suis redevable pour longtemps. Ça c'est un préambule. Le deuxième c'est que... C'est les précédentes élections quand même. Je ne me suis pas présenté depuis. Je n'ai pas été battu parce qu'on serait fâché. Et c'est toujours un bonheur évidemment que d'avoir été élu du 6e arrondissement, avec une petite concentration de galeries, de libraires et de cinéma qui n'est pas inintéressante, et puis quelques habitants que ça intéresse aussi. Le deuxième point, je voulais vous dire, c'est pas si mal qu'elle ait été décalée. Non pas qu'on ait eu le virus, ça c'est pas très bien. Non pas toutes les catastrophes que la planète connaît et que nos frères humains subissent. Mais finalement, on est parfaitement dans l'actualité puisque je crois qu'on est au moins deux ici ce soir à être auditionnés demain matin par l'Assemblée nationale sur la restitution, le projet de loi concernant la restitution d'œuvres au Bénin et un sabre au Sénégal. Et je crois qu'on n'est pas nécessairement tous d'accord, mais on verra bien demain matin ce qu'il se dit. Voilà. Moi, je passe à 10h30 devant la commission des affaires culturelles et je crois qu'ici, il y a une section 9h30. Donc, on est vraiment dans l'actualité. Et je dois vous dire aussi que mon livre s'appelle « Faut-il rendre des œuvres d'art à l'Afrique ?» mais c'est un sujet plus vaste. J'avais déjà publié un livre sur cette question des restitutions, mais sans m'arrêter sur l'Afrique, qui était publié au CNRS, un petit livre il y a longtemps, qui parlait de l'Antiquité, de l'Égypte, de la Turquie, des Sphinx, de l'Iran, de beaucoup de choses, des biens juifs spoliés, des œuvres d'art et de leur circulation, on va dire, telle que peuvent le commander, ou le demander, ou le légitimement parfois. On ne va pas avoir des discussions sur les biens juifs spoliés, vous voyez, ça ne me paraît pas un débat, une question importante, mais qui n'est pas à débattre. En tout cas, mais c'est une question complexe et qui n'a pas commencé avec, on va dire, un petit pic présidentiel à Ouagadougou il y a bientôt 1, 2, 3 ans. J'essaie de ne pas me tromper de date et d'année, parce qu'on n'a plus de calendrier, on ne sait plus quel jour on est aujourd'hui. Merci, voilà, 3 ans. Donc c'est une question, la restitution des œuvres évidemment, qui traverse le champ de l'histoire et de l'art depuis quelques décennies. Les revendications sont parfois très anciennes. Elles se sont évidemment accrues au XXe siècle avec la connaissance, avec la transmission, avec des génocides et des horreurs qui ont accéléré finalement la recherche sur cette idée. Avec aussi une conception très mouvante, très changeante de ce qu'est un musée, puisqu'on va parler des œuvres d'art dans les collections publiques, plus que le rapport Sarr-Savoie, les questions aujourd'hui débattues à l'Assemblée nationale ne concernent pas pour l'instant les œuvres du collectionneur privé. Elles concernent pour l'instant d'abord, je dis bien d'abord parce qu'on ne sait pas vers quoi on va, elles concernent les collections publiques. Partant de là, moi lorsque ce débat a pris une tournure particulière sur l'Afrique, sachant qu'encore une fois on est dans une galerie d'art himalayen, mais on pourrait étendre la question, je ne souhaite pas répandre de mauvaises nouvelles, mais on pourrait étendre la question aux restes humains de l'Himalaya, au Kapala, on pourrait comme ça faire le tour de la planète, la question se posera, elle se pose avec une acuité particulière sur l'Afrique parce que colonisation, parce qu'esclavage, parce que tout un fond, une histoire qui est un peu ramassée et un peu amalgamée n'importe comment aujourd'hui, rend la chose, on va dire la question de l'Afrique, plus saillante ou plus vive, plus à vif que pour l'instant la question, on va dire, du Bhoutan, pour faire simple, qui n'a pas le même rapport à l'histoire et aux vicissitudes.
La question, elle était déjà très intéressante. Évidemment, moi, je la suivais. J'avais déjà écrit un livre au CNRS. Je suis avocat. Par ailleurs, je dirige un cabinet à Saint-Germain-des-Prés qui s'occupe essentiellement d'affaires de culture, marché de l'art, de propriété intellectuelle et de droit des médias. Et puis qui s'intéresse aussi aux questions de vol. Je fais du droit pénal pour les gens qui ont un cerveau, un diplôme. Et voilà. Donc, toutes ces questions, elles m'intéressaient déjà. Et évidemment, aussi pour information, à titre personnel et en préambule, parce qu'il faut toujours dire d'où on parle d'abord. Moi, j'ai une enfance africaine, un père qui a été un collectionneur, qui a acheté beaucoup de faux, puis qui a acheté quelques beaux objets, qui est mort en Namibie il y a 5 ans. J'ai très longtemps répugné à m'intéresser à l'art tribal, par opposition très simple, voilà, donc paternel et adolescent. J'étais même l'avocat du musée d'Appert, vous voyez, alors que ça ne m'intéressait pas du tout. C'était quand même assez formidable. Ouais. Et j'ai eu la révélation ou la grâce dans un musée que certains peuvent considérer comme décriable ou décrié ou peu intéressant, qui est l'IFAN à Dakar. Parce qu'était l'IFAN à Dakar. Dirigé dans un temps passé par Théodore Monod, heureusement perpétué par Senghor. On peut discuter de ce qu'il y a dedans, de ce qu'il y reste ou ce qu'il n'y a pas. Peu importe, moi ça m'est tombé dessus un jour où je travaillais à Dakar et là je me suis dit, bon, ton père avait un peu raison. Donc cette question, donc, elle m'intéresse aussi parce que comme avocat, j'étais l'avocat je suis toujours l'avocat de Monique Lévi-Strauss et j'ai été l'avocat de Claude Lévi-Strauss, j'ai été l'avocat de Michel Léris. L'Afrique fantôme pèse beaucoup dans la balance de la discussion et du rapport Sarr-Savoie. C'est la pièce à conviction numéro 1, l'affaire du Boli, 2-3 éléments comme ça qui sont isolés et retirés de beaucoup de contexte. Et puis j'ai été l'avocate je travaille pour des États africains, je travaille pour des musées à l'étranger, des musées français. Je suis un peu des deux côtés de la barrière comme avocat, mais c'est le principe d'être un mercenaire et d'être vendu à celui qui verse ses honoraires. Après, le personnage que je suis, le citoyen, a un avis sur la culture, et la transmission de la culture et le service public de la culture. Moi, je suis un enfant de la bibliothèque municipale, Elsa Triolet, donc c'est l'Afrique d'un côté, la banlieue rouge, et pour moi, la transmission et la diffusion de la culture sont des choses qui ne sont pas négligeables et qui sont fondamentales. J'en rajoute une couche, enfin, en vous disant que je suis évidemment collectionneur, collectionneur pas sans éthique, pas sans question. Non, je ne me fixe pas une morale, mais je me suis déjà, parce que je bourlingue beaucoup en Afrique, c'est pas l'endroit où on achète des beaux objets, c'est pas dans une capitale africaine qu'on achète des beaux objets. Mais pour des raisons vraiment très complexes, et je ne vous exposerai pas dans le détail, je me suis retrouvé plusieurs fois au pays d'Ogon, vraiment nulle part, et avec des questions où des gens me disent on peut découper la porte, et prendre la serrure, et on peut embarquer ça. Et là, le collectionneur et le citoyen et l'avocat se sont dit peut-être que non. Et si je ne le fais pas, dans 2 ans, un marchand va passer. Peut-être que oui. Que fait-on avec cet objet? Et puis une dame me dit si tu prends ça, est-ce que tu peux acheter un seau en plastique à la place? Qui est sans doute plus pratique. C'est plein de questions complexes. Voilà. Je n'ai pas une réponse unanime et simple. Et j'ai décidé, quand l'affaire de Ouagadougou est tombée, pour faire simple, quand le discours que j'ai écouté très attentivement, parce que tout m'intéressait, l'Afrique, la France-Afrique, tout ça m'intéressait, et au milieu, il y a eu cette sortie sur rendre à l'Afrique, avec ensuite des virgules, si les conditions le permettent, si les ont été zappés. Et puis vous connaissez le reste de l'histoire, c'est le retour à Paris, des conseillers peut-être un peu dépassés par le mouvement d'éloquence du président de la République. Il y a une petite part quand même d'imprévu dans cette histoire qui est liée à Ouagadougou, à l'université, les étudiants, les chefs d'État, un peu l'euphorie de la tribune, et puis du mouvement, et puis ensuite l'histoire, elle télescope et elle rencontre aussi déjà une demande qui avait été formée par le Bénin. Discussion qui a lieu demain au projet de loi, porte sur la vingtaine d'objets, on va dire, pour faire simple, du royaux, entre guillemets, ou les régalias d'Abomey. Et elle porte aussi sur le sabre qu'Édouard Philippe a embarqué en janvier dernier pour le donner au Sénégal. Vous savez, c'est le sabre qu'aurait utilisé. C'est pas le bon, mais c'est pas grave. La question n'est pas de savoir si on n'a pas rendu le bon sabre, etc. Ce qui est intéressant, c'est la démarche, la méthode et le symbole que ça représente. Et
Et c'est là que c'est toujours très désagréable. Il est parti en disant c'est un prêt, et le prêt devient demain, a posteriori, une ratification pour le sortir du domaine public. Ce qui est toujours pour des gens de droit un peu dérangeant. Et je pense pour les conservateurs de musée, quelle que soit leur position, il y en a d'abominables, hein, des conservateurs très conservateurs, trop, au sens politique. Mais c'est toujours très désagréable, je pense, de se voir prendre un objet que 24 heures plus tard, on vous dise qu'on le prête, et puis qu'ensuite on vous... voilà. Avant qu'on démarre ici, tout à l'heure, j'ai discuté avec quelqu'un de l'affaire des manuscrits coréens. Vous vous souvenez de ce moment où Nicolas Sarkozy a dit à la BNF si ça vous intéresse, on va en Corée dans un voyage diplomatique. Le conservateur est parti avec des manuscrits en pensant les montrer, et puis le président de la République a dit sur place eh ben on les donne, enfin on les rend, puis quand on lui a dit non, on ne peut pas parce qu'il faut une loi, il dit ben on les prête pour 100 ans. Donc il y a toute cette part aussi, il y a des revendications, il y a des mouvements, il y a des demandes d'État, et puis après il y a de la politique, il y a de la démagogie, il y a le fait du prince, il y a des choses intéressantes et que je ne décris pas, hein, enfin que je ne juge pas de façon négative toujours, la politique c'est aussi ça. Le constat, c'est donc il y a 3 ans, ce discours, et puis après, moi je suis ça très attentivement, pour plein de raisons professionnelles et personnelles, comme vous, et puis la nomination de Felwine Sarr et de Bénédicte Savoy pour s'emparer de la chose. Et là, je ne veux pas vous raconter dans le détail le pourquoi du rapport, ce n'est pas le but de taper sur la méthode, mais disons que la méthode est peut-être sur une question importante, et sur laquelle on peut débattre, la méthode n'est pas la bonne, pour des tas de raisons. Elle n'est pas la bonne. D'abord parce qu'on ne fait pas un rapport. Moi, j'avais fait un rapport il y a longtemps pour le ministère de la Culture sur la place de la télévision à la culture publique. Grand programme, parce qu'il n'y avait rien. Donc ça m'a occupé. Mais je me souviens, quand j'ai fait ce rapport, j'ai auditionné 420 personnes, je pense. Et là, j'ai la sensation, pour des tas de raisons, que Felwine Sarr et Bénédicte Savoy n'ont pas fait nécessairement ce travail. Qu'ils sont arrivés sur un sujet que Bénédicte Savoy connaît de loin, pas l'Afrique, mais la question des restitutions. Hein, il ne faut pas lui faire l'injure elle a écrit des choses intéressantes sur l'histoire européenne, sur les biens juifs. Et puis de l'autre côté, il y a Felwine Sarr qui, lui, a écrit sur l'Afrique dans une vision politique qui n'est pas du tout artistique et politique, c'est sa vision, c'est pas la mienne, mais peu importe, je peux très bien comprendre. Voilà. Et la conjonction des deux a donné quelque chose d'un peu d'étonnant, qui souffre avec beaucoup de préjugés, avec un rapport en gros dont la réponse à la question est donnée, et ensuite il faut construire le récit pour justifier la réponse à la question. Et ça c'est toujours dérangeant scientifiquement, quand ensuite on dit, plutôt que de dire la commande c'est il faut rendre, et expliquer pourquoi il y a des raisons pour, quand on tord le coup du sujet et qu'on démarre en disant j'ai la réponse à la question, et ensuite je vais tâcher d'arriver à cheminer pour que cette réponse coïncide avec... pour que les arguments coïncident avec, ça ne marche jamais très bien. C'est comme plaider pour un assassin qui a avoué, vous voyez, il y a un moment où c'est compliqué de demander l'acquittement. Ou l'inverse. Nous voilà avec ce rapport qui tombe, et il y a maintenant 2 ans, pardon, j'essaie de ne pas me tromper, et moi j'ai dit chez Gallimard, chez qui je fais des livres régulièrement, j'ai dit c'est une question qui ne sera peut-être pas très vendeuse, peut-être pas la chose là-dessus, mais le rapport vient d'être publié. Il a été publié contre toutes les méthodes habituelles. Hein. Il est sorti d'abord dans la presse, il est publié chez un éditeur privé avant d'être remis au ministre et au président de la République. C'est toujours compliqué, mais c'est pas très grave. J'ai dit peut-être qu'il y a un vrai travail à faire sur cette question. Je ne suis pas historien d'art officiel, je suis juste conservateur d'un petit musée, celui du barreau de Paris, secrétaire général d'un autre, celui du musée Yves Saint-Laurent, à Paris et à Marrakech. Et puis j'ai un peu juriste, et pour avoir travaillé sur ça, je dis peut-être qu'il y a des arguments qui ont été laissés de côté, peut-être qu'il y a beaucoup de choses, et je suis parti sans préjugés, en me disant faisons le contraire de ce qu'on fait Sarr et Savoy, c'est-à-dire travaillons à partir de toutes les données et voyons ce que ça donne quand on met tout dans un grand saladier, puis on ne sait pas tout mélanger, mais on fait des strates. Et on voit ce que ça donne en regardant. Alors j'ai pas auditionné 450 personnes, j'ai dû parler à au moins autant, et puis j'ai lu ce qui avait été écrit, ce qui étaient des sources incontestables, en essayant de trier. Quand on trie, c'est compliqué, parce qu'évidemment, il y a des démagogues des deux côtés. Il y a des gens qui simplifient à outrance l'histoire, et qui font un raccourci idéologique dont on peut parler, hein, il est intéressant, mais qui est esclavage, colonisation, restitution, qui, d'après moi, fait porter à la culture le poids d'autre chose, de quelque chose dont elle n'est pas responsable, fait porter sur les musées et sur les collections
le prix à payer, entre guillemets, pour le débat sur la colonisation, le débat sur l'esclavage est plus ancien, mais il est quand même derrière en arrière-décor. Et je suis toujours dérangé quand la victime expiatoire n'est pas en vérité celle qu'il faudrait interroger. Moi, en commençant ce rapport, je me suis dit d'emblée, peut-être que la vraie question, c'est Bolloré, les chemins de fer en Afrique. Plus que... et les ports. Plus que les collections du musée du Quai Branly, de Dapper, ou des missionnaires de je ne sais pas quoi à Lyon. Il y a là quelque chose qui ne va pas. De l'autre côté, on a, je le dis, une bande de gens... Alors, on est filmé, je vais éviter la diffamation. Il y a des gens qui, si on peut le dire d'ailleurs, il y a vraiment des ânes battés qui ne servent pas la cause de la discussion culturelle. L'actuel directeur de l'Ermitage, j'allais à Leningrad en raison de mon enfance dans une banlieue communiste, mais donc à Saint-Pétersbourg, je ne sais pas si vous avez lu ses déclarations dans le débat Sars-Savoie et Ouagadougou, dit rendre des œuvres d'art à l'Afrique et pourquoi pas des œuvres aux Juifs à qui on les a prises. Et là, c'en est tellement consternant qu'il n'y a même pas de réponse à faire. La difficulté dans notre histoire, c'est que de chaque côté de la balance, on a de fiefés abrutis, des gens qui ne veulent pas raisonner et sont dans une guerre idéologique ou dans un déni complet, et puis au milieu, beaucoup de gens qui sont dans une position plutôt modérée quand ils réfléchissent ou connaissent la question, et une vox populi, en revanche, qui, si vous l'interrogez au micro-trottoir, vous dit il faut rendre. Tu interroger un kidam, un citoyen. Pourquoi ? Parce que la question en tant que telle, le terme restitué, sous-entend déjà que vous avez pris par la force. Ce qui pose, selon moi, une difficulté sémantique. Je ne l'ai pas contourné, je l'explique dans mon livre. Pourquoi le terme me gêne. Mais comme il n'y en a pas d'autre, parce que c'est celui qui s'est un peu imposé, je fais avec. Mais j'explique pourquoi d'emblée, si vous dites est-ce qu'il faut restituer, évidemment, toute personne n'est... Est-ce qu'il faut restituer, sous-entendu, ce qui a été volé ? Je ne connais pas grand monde qui vous répond instinctivement sans connaître le sujet. Non, il ne faut pas restituer ce qui a été volé. La difficulté majeure du rapport et de cette idée, c'est la présomption de culpabilité. Il y a une histoire complexe dont on peut débattre, dont on peut parler, d'objets extrêmement divers entre ce dont on parle demain matin à l'Assemblée nationale, des objets du Bénin, dans une opération, un sac militaire, une bataille, peu importe, on peut discuter. Alors, il y a des gens ahurissants, hein. Didier Rittner, qui va m'engueuler encore, la Tribune de l'Art, lui s'est lancé, j'ai débattu avec lui, il s'est lancé dans un discours sur le droit de la guerre, pour savoir s'il était légal ou pas de piller pendant la guerre. Moi, voilà, j'aime bien le droit, mais pas quand c'est complètement délirant, et pas au point de décider que les soldats français avaient le droit ou pas le droit de piller, de tuer, machin. Il y a un moment, voilà, il me dit, oui, mais le royaume d'Abovay n'avait pas signé les traités sur la guerre. On peut débattre en droit sans être complètement dans un monde irréel. Et donc il y a il y a énormément de différences entre la situation de ces vingtaines d'objets au Bénin, qui viennent d'un moment précis. L'histoire, vous la connaissez, mais je vous la résume. Opération militaire, invasion, ce que vous verrez, bataille, je prends pas de point de vue. Feu, incendie, récupération dans l'incendie par 2 militaires, pour faire simple, d'une vingtaine d'objets. Objets ramenés, donnés en 2 vagues ensuite au musée du Trocadéro. Je parle sous le contrôle éventuellement de Pierre Amrouche ou d'autres ici. Mais globalement, c'est ça. Et entre ça et Griol, Léris, Dakar, Djibouti, tel que raconté dans l'Afrique fantôme, avec des choses qui sont achetées, des choses qui sont piquées, des choses qui sont ramassées, des choses qui sont troquées. Entre Hélène Leloup, qui m'appelle et m'engueule quand je sors le livre en me disant pourquoi avoir écrit pour les restitutions. Je lui dis vous m'avez pas bien lu, Hélène. Il dit non, c'est vrai, c'est ma fille qui lit, elle lit très mal. Alors je dis bon, c'est le problème, c'est pas, pardon pour Madame Leloup et sa fille, mais ce qui m'intéressait, parce que Hélène Leloup est un témoin d'une époque aussi où elle raconte comment elle est allée acheter des objets. Comment elle est allée acheter des objets. Voilà. Combien elle les a négociés. Pourquoi elle pense qu'elle s'est fait arnaquer à tel endroit, pourquoi elle pense qu'en revanche elle a fait une bonne affaire. C'est plein de choses intéressantes. Et quand on met tout ça quand on commence à regarder, bien on a une histoire extrêmement complexe et dans laquelle il est difficile de répondre oui il faut rendre ou non il faut rien rendre. Je vous le dis tout de go. 250 pages Clulin, 350 pages, moi j'arrive à quelque chose qui plaît jamais, qui est du cas par cas. L'individualisation de la peine, pour faire simple. Dans une cour d'assises, on dit il faut pas, c'est pas une machine automatique qui doit juger,
C'est cas par cas et il faut statuer objet par objet. Je vous explique pourquoi. D'abord parce que le rapport et les idéologies font fi de beaucoup de choses. Premier défaut majeur de cette construction intellectuelle, penser que les objets, et ça n'est pas écrit comme tel, enfin si c'est écrit comme tel, que les objets africains ont disparu totalement d'Afrique. Alors, je ne suis pas sûr effectivement qu'en dehors Abidjan, centre-ville au plateau, il y ait beaucoup d'objets authentiques. Je ne suis pas en revanche convaincu qu'il n'y ait plus rien nulle part. Je ne suis pas convaincu que dans l'Himalaya, plus personne n'utilise l'objet traditionnel. Je ne suis pas convaincu non plus que tout le monde ait eu envie de garder les mêmes objets. Je ne suis pas convaincu que le bois soit conservable dans une forêt tropicale pendant 400 ans sans difficulté. Je ne suis pas convaincu du tout. Il y a plein de questions qui font que les objets ont une vie, que l'islam est passé par là, pas que, a éradiqué énormément d'objets. Les pères blancs aussi, mais beaucoup moins sans doute. Des objets, vous le savez, ont changé, des modes ont existé. Si vous regardez, allez, il y a un masque Chongé en face quelque part, j'ai vu tout à l'heure, juste dans une galerie. Et si vous regardez les masques Chongé, vous voyez aussi ce qu'est la mode. L'art africain n'est pas une chose intangible qui est restée comme ça figée et avec une ethnie qui a fait le même type d'objet sans bouger pendant 2000 ans. C'est faux. Il y a des gens qui ont reproduit, il y a des gens qui ont différé, il y a des gens qui ont élaboré. Et puis il y a une histoire complexe et mêlée des matériaux qui fait que tout ça, ça s'appelle la planète et c'est très compliqué. Le kori, ce petit objet qu'on retrouve au fin fond de l'Himalaya sur des objets là, sur des objets africains. Très sincèrement, je ne suis pas persuadé que ce soit himalayen comme coquillage. C'est juste mon opinion comme ça. Je ne suis pas un grand scientifique, je ne suis pas le commandant Cousteau pour la plongée. Mais mon petit doigt me dit que ça a voyagé. Beaucoup. Mon petit doigt me dit que les couleurs voyagent. Mon petit doigt me dit que les images voyagent, que les représentations, que les symboles, que tout ça est plus complexe. Alors, il ne s'agit pas non plus d'être totalement béat et de dire, au motif qu'il y a eu des grands échanges et du brassage, tout ça appartenant à tout le monde, on n'en prend rien à personne. Parce qu'à cet homme-là, dans ce cas, on justifie le vol. D'accord ? C'est genre le voleur ne fait qu'une passation culturelle. Non. Mais il faut prendre cet argument en compte. Il faut prendre cet argument aussi donc, du nombre d'objets qui restent, du nombre d'objets qui sont en Afrique, de la façon dont on les montre et du travail qui est fait ou pas fait. C'est très différent d'un État à un autre, d'une région à un autre, d'une ville à un autre, d'un régime à un autre, sur la volonté de montrer la culture. Il y a 100 000 nuances entre le musée qui était pourtant dans un mauvais état, mais qui m'a provoqué la grâce à Dakar, qui n'était quand même pas le musée le plus beau de la Terre, à un moment où je l'ai vu, mais qui pour 100 000 raisons a fonctionné sur moi. Quand je vais au fin fond de la Sierra Leone, je ne suis pas sûr que ce qui s'appelle un musée ressemble à un musée. Et en revanche, je prends un grand shoot de plaisir à certains endroits, avec des petits musées, avec des beaux musées. Je pleure quand je vais à Bamako et que le musée est ouvert à tous les vents et que l'électricité ne vient plus parce qu'elle est détournée par quelqu'un du quartier, etc. Je me réjouis quand je suis à Dar es Salaam et que je vois d'un seul coup un conservateur qui fait des efforts extraordinaires. Et qui, quand je vois que je m'intéresse aux objets, il me dit « Bougez pas, je reviens pour vous enregistrer ». Et il me dit « Parce qu'on manque d'infos sur ça, puis je veux comparer, alors je vous enregistre, parce que vous avez l'air de vous y connaître. » Je ne suis pas un grand scientifique sur ça, mais voilà. Et je trouve ça très intéressant. Et je n'aime pas quand on dit, de façon générale, les musées africains sont inaptes à recevoir les objets où tout se fait voler. Il y a des endroits, on le connaît, Kinshasa, c'est effondrant, c'est affligeant. Ce que les Belges avaient rendu par terme de Tervuren à Kinshasa, ce qu'aujourd'hui vous allez à Kinshasa, c'est effondrant. Si vous allez à d'autres endroits, c'est très intéressant. Le musée de la Récade de mon ami Bob Valois, que vous connaissez aujourd'hui au Bénin, c'est un musée privé. C'est très intéressant. Il y a plein de cas de figure très très complexes. Et quand on me disait, moi, les musées africains, les musées du Sud, pour faire simple, comme on disait il y a quelques années, sont inaptes à recevoir, ils ne savent pas conserver. Je disais toujours, parce que j'ai été élu de la ville de Paris, vous savez qu'au musée d'art moderne de la ville de Paris, on a eu 5 Serbes qui sont passés une nuit et qui ont embarqué 5 tableaux pour 100 millions d'euros. Vous vous souvenez de cette affaire ? Oui. En défaisant la grille d'aération. Donc peut-être qu'on peut avoir des leçons un peu plus humbles à donner sur qui sait garder des objets dans un musée. Donc voilà. L'argument néanmoins de l'état des musées est évacué par Sarr et Savoie, qui disent de façon un peu délirante on ne sait pas, mais il faudra financer les musées. Il faudra en construire. On ne sait pas à quel rythme, c'est très précipité. C'était tout rendre sous un an et tout construire sous un an. Et quand vous lisez dans le rapport, c'est très déconcertant. C'est l'argent va venir de l'Union européenne, comme si l'Union européenne est une machine à produire de l'argent sui generis.
donc qui ne venaient pas d'État, etc., etc. Ils disent d'ailleurs on prendra l'argent des directives, alors ils parlent des directives culturelles, c'est l'argent du cinéma, l'argent d'autre chose, et puis après on prendra l'AFD, c'est l'Agence française de développement, qui est un truc très postcolonial de coopération, qui a eu une vie très compliquée, qui a été vraiment la prolongation de la France-Afrique, mais qui aujourd'hui, par exemple, paye l'aide juridictionnelle au Niger. C'est-à-dire c'est un instrument de coopération qui envoie de l'argent en Afrique, depuis le Nord. Et moi, je le connais bien parce qu'au Niger, on avait un problème très bête, je vous explique en une seconde. Il y a 110 avocats à Niamey. Personne ne veut aller dans les 15 cours d'appel ou 10 cours d'appel qui existent en dehors de Niamey parce que c'est pas rentable. Les avocats qui font du droit des affaires et de l'uranium avec Areva, mes confrères nigériens disent ah, ça ne m'intéresse pas d'aller plaider pour des voleurs de poules et des tueurs ailleurs, à Agadez. Et donc étaient commises d'office des instituteurs et des institutrices pour défendre les accusés devant les cours d'assises. Et donc on a monté un projet avec l'Agence française de développement qui consiste à rémunérer des avocats nigériens pour qu'ils aillent vraiment plaider, qu'ils assurent vraiment les droits de la défense, etc. Donc détourner cet argent qui sert aujourd'hui à l'hôpital public en Afrique, qui sert à des tas de choses dont on aimerait que l'Afrique puisse s'emparer elle-même sans avoir besoin, mais l'état du Niger c'est compliqué aujourd'hui, comme vous le savez. Il n'y a pas que le Niger, je ne suis pas sûr que la réponse soit la bonne. Et autant j'aime les musées, autant je préfère la vie d'un enfant ou que quelqu'un soit réellement défendu plutôt que de faire un musée. Comme je dis à mes filles en permanence, ne cassez rien dans ma collection, mais je préfère que vous cassiez un objet plutôt que de vous casser la jambe. Je peux non pas tuer pour la culture, faire beaucoup énormément par la culture, et je trouve que c'est un bien essentiel, que l'UNESCO fait très bien d'en faire un crime contre l'humanité quand on l'avait détruit, mais que j'arrive quand même à relativiser 2 minutes la sens de la hiérarchie des choses. Sarr-Savoy, donc, fait fi, comme leur contradicteur, de l'histoire des musées et de ce que peuvent être les musées en Afrique. En revanche, il y a une idée qui, moi, me dérange beaucoup, qui est l'abandon ou le déni de l'idée du musée universel. Musée universel, qu'est-ce que c'est ? C'est une invention relativement moderne dans l'histoire. C'est le musée qui montre autre chose que, on va dire, ce qui est produit dans son canton. Si vous êtes à Lyon, c'est vous montrer autre chose que des boules lyonnaises et des soieries. Il y a un magnifique musée des tissus, il ne faut pas se tromper, à Lyon, qui est extraordinaire. J'en sais quelque chose pour y avoir fait une expo pour Yves Saint Laurent il n'y a pas longtemps, l'année dernière. Mais à un moment, peut-être que c'est bien qu'il y ait le musée d'art moderne de Lyon qui montre autre chose que des artistes lyonnais. Des artistes lyonnais mais plein d'autres choses. Que le musée des Confluences montre des tas de choses. Y compris la collection d'Éric de Galbert de Coiffe, y compris les choses qui viennent d'ailleurs, y compris toutes sortes de choses, y compris de l'art contemporain produit en Afrique, y compris, etc., etc. L'idée du musée universel, c'est ouvrir vers les autres cultures et ouvrir vers ce qui n'est pas visible si vous êtes au bout de votre ligne de métro ou si, voilà. C'est l'accès à quelque chose, c'est une fenêtre sur l'ailleurs, sur l'altérité, sur l'humanisme, sur la tolérance, sur la diversité. Et puis vous apercevez au bout d'un moment qu'en vérité, les hommes et les femmes reproduisent les mêmes gestes et ont les mêmes phobies, les mêmes hantises ou les mêmes passions, à peu de choses près, au fin fond de l'Himalaya et dans la forêt amazonienne. Ce qui est toujours fascinant et ce qui fait de nous des êtres humains. Sarr-Savoy disent non, il faut rendre aux Sénégalais les objets sénégalais, aux Ivoiriens les objets ivoiriens, aux Togolais les objets togolais, etc., etc., etc. Et ils ne poussent pas la logique jusqu'au bout, mais moi j'avais envie de leur dire, ça serait bien d'ailleurs que si on va jusqu'au bout, les Sénégalais rendent ce qu'il y a à l'IFAN, le musée où moi je suis tombé sous la grâce, parce que ce n'est pas les objets du Sénégal qui m'ont fait chavirer. C'est des objets maliens, des objets bambara, des objets dogon, des masques d'ailleurs, un fétiche fond, enfin bref, plein de choses. Et si vous poussez votre curseur débile jusqu'au bout, tout le monde rend tout à tout le monde. Et puis à la fin, on est très content. Pour moi, c'est très nationaliste, c'est chauviniste, c'est réducteur. C'est le contraire de l'ouverture sur, etc. La question à chaque fois, elle est donc compliquée, c'est la ligne de crête qu'il faut trouver cas par cas sur chaque objet, et la ligne de crête qu'il faut trouver entre la nécessité pour un peuple de regarder sa culture et de s'en être fier, et de la comprendre et de l'apprendre et de la parler, et la nécessité de regarder d'autres cultures pour enrichir la sienne, son regard, et ce qui fait de nous des êtres humains. Et c'est très compliqué. Moi, j'ai eu une secrétaire Hmong. Est-ce que c'est les Hmong toyants ? Qui sont les Hmong plutôt, pas ceux que c'est. Et elle était à mon cabinet quand le musée de Quai Branly a ouvert avec l'exposition sur Georges Condominas. Vous vous souvenez pas ? Nous avons mangé la forêt.
Une exposition sur les monts, les hauts plateaux, voilà, le centre de cette partie du monde qui s'est appelée l'Indochine, qui s'appelle aujourd'hui le Laos, le Cambodge et le Vietnam, pour faire simple, et puis les monts. Et je dis à mon assistante, secrétaire, peut-être que vous devriez aller regarder, est-ce que ça vous intéressera peut-être? Elle me dit, ça m'intéresse d'autant plus que j'ai jamais vu d'objet Hmong. Donc, parce que les Hmong ont une histoire, la guerre du Vietnam, le machin, le bidule, ils ont été désignés, ils ont pris, c'est les boat people pour faire simple, et puis ils ont été envoyés par la France en Guyane pour peupler la forêt amazonienne, avant de revenir en métropole. Donc c'est effectivement, ils n'ont pas vu beaucoup d'objets traditionnels Hmong. Et je lui envoie, elle en revient avec un truc, le cœur comme ça, en me disant, c'est des objets, j'ai vu des photos, j'ai lu des choses, etc. Et mon grand bonheur, c'est qu'il allait amener ses parents, qui n'étaient jamais allés dans un musée de leur vie, et qui ont vu leur propre culture mise à l'honneur et fiers de voir cette culture. Je me suis fait la même réflexion de nombreuses fois. Si vous allez au Soudan ou même au sud de l'Égypte, vous voyez des gens qui sont des Nubiens, qui d'un seul coup découvrent dans une vitrine d'un musée des choses qui sont considérées comme éventuellement négligeables ou méprisables par leurs contemporains, parce que c'est des bijoux traditionnels, parce que c'est un vêtement traditionnel, que c'est pas à la mode, que c'est pas clinquant, que c'est pas TikTok, que c'est pas sur WhatsApp, et etc., etc. Et d'un seul coup, vous avez une dame voilée qui regarde dans la vitrine les objets de sa grand-mère et qui dit, et qui d'un seul coup en redevient fière, entre guillemets. Et moi, j'aime l'idée selon laquelle un musée, ça propose ce qui vous renvoie à votre grand-mère et ce qui vous propose la grand-mère des autres. C'est une idée qui est réduite totalement à plat dans le rapport Sarr-Savoy. C'est une idée qui est totalement réduite aussi dans le débat qui a lieu à l'Assemblée nationale, même si là, la machine de temps marche, on ne va pas discuter et revenir en arrière sur les objets du Bénin. Ce qui est intéressant aussi dans tout ce brassage, donc, il y a l'histoire qui n'est pas écrite, pas complètement écrite. L'histoire de l'art tribal, pour faire simple, et pour utiliser un langage qui n'injurie personne et ne pose pas de difficultés. Mais je suis d'accord avec ce langage, hein. Je vous le dis tout de suite, je ne suis pas pour revenir à art primitif ou dire autre chose, et puis ça permet d'englober Afrique, Océanie, sans se poser trop de questions. On peut discuter de savoir si ça couvre bien les tribus, si ça veut dire quelque chose, mais mon ami François Yergans, écrivain, qui était à l'Académie française décédé l'année dernière, me disait « art premier, tu crois qu'il y a des arts seconds ?» Donc voilà, donc on peut débattre. Ce qui m'intéresse simplement dans cette histoire, c'est que c'est une histoire complexe. Et que c'est une histoire qui, par ailleurs, reste en partie à écrire. Vous le savez, si nous sommes si friands de catalogues de publications, d'un bulletin comme le vôtre, François, de agriculture, dans lesquels il y a les articles de votre article, l'article de notre ami qui est là à la caméra, etc., etc., c'est parce que nous sommes gourmands de savoir ce que nous ne savions pas, et de transmettre et de diffuser. Et nous sommes face à des champs d'histoire de l'art, qui étaient non défrichés il n'y a pas longtemps, il y en a plein, hein, y compris dans l'Europe occidentale la plus classique. Mais là, face à l'Afrique et face à beaucoup de choses, cette histoire, elle est encore à écrire, selon moi, malgré les centaines de catalogues et les milliers de publications. Il y a beaucoup de choses à raconter sur l'histoire des objets, sur leur commerce, sur la porosité ou non, la transmission ou non, l'isolement ou non de telle ou telle culture. Quand on a trouvé des objets du commun, quand on trouve, etc., c'est extraordinaire. Et on ne sait rien. On sait parfois très bien sur certains objets, on ne sait rien sur d'autres. On ne sait pas non plus quelle est la portée de ces objets, quel est le sens de ces objets, quelle est leur importance. Nous, on les trouve beaux, on peut, etc. En plus, nous, on les trouve beaux avec des critères qui sont différents. On leur enlève leur barbe, on leur enlève les vêtements qui leur avec, on les sort de leur contexte, on les met sur quelque chose. Et le paradoxe, c'est que parce que le discours occidental, surtout artistique, ce qu'on appelle le primitivisme dans l'art moderne, a donné un regard nouveau, et à consacrer comme œuvre d'art, nous voilà d'un seul coup en train de se voir reprocher d'avoir baptisé, quand je dis nous, c'est pas les noirs, les blancs, hein, c'est pas les blancs contre les noirs, c'est un truc global, qui est un mouvement du XXe siècle, qui se voit aujourd'hui reprocher donc d'avoir mis dans un musée ce qui peut-être n'aurait pas été considéré comme une œuvre d'art, ou serait resté là, ou serait peut-être devenu une œuvre d'art au bout d'un certain temps par les gens qui sont là, ou aurait peut-être été jeté à la poubelle, ou on n'en sait rien. Et c'est très complexe parce que aujourd'hui, Felwine Sarr dit tout et son contraire. Il dit c'est une œuvre d'art parce que vous l'avez décryptée, mais c'était la poulie du métier à tisser de ma grand-mère ou de ma grande-tante. Et vous en avez fait une œuvre d'art, donc vous l'avez sacralisée, mais il faut quand même la rendre parce que maintenant c'est sacralisé.
Et il va plus loin, lui dit parfois, à un moment il dit qu'il est d'accord avec le musée, mais par un moment il dit qu'il n'est pas d'accord avec l'idée du musée parce que c'est occidental. Alors, que faut-il faire? C'est des réponses très complexes, qui ne sont pas, encore une fois, évidentes à donner de façon globale. Quel type de musée faut-il faire? Est-ce qu'il faut faire des musées ou pas? Est-ce qu'il faut rendre un objet à une communauté? Est-ce qu'il faut le donner à une famille? Est-ce qu'il faut le donner à quelqu'un? Est-ce qu'il faut apporter de l'argent pour financer des musées? Qu'est-ce qu'on fait dans un État en guerre? Est-ce qu'il faut financer des musées? Est-ce qu'il faut arrêter la guerre? Est-ce qu'il faut faire un hôpital? C'est plein de choses complexes. Tout ça pour vous dire quand même que j'ai la sensation que nous sommes aujourd'hui face à une boîte de Pandore qui est ouverte, face à une société, mais vous le savez depuis longtemps, qui réfléchit sans aller plus loin que 240 caractères, un tweet, et malheureusement des questions beaucoup plus complexes que la longueur d'un tweet. Et des réponses qui, moi j'ai écrit 250-300 pages, on pourrait écrire des centaines de milliers de pages pour essayer de trouver l'embryon d'une réponse universelle. Je ne crois pas qu'il y ait de réponse universelle. Je crois qu'il y a des efforts importants à faire, des efforts pour construire. Moi, je reste encore, mais de façon vieux crouton, mais maintenant j'ai 52 ans, c'est perdu. Je suis un mâle blanc, avec des préjugés sans doute qui sont liés à mon statut social, un enfant de la banlieue qui est passé à Saint-Germain-des-Prés. Et donc, je crois encore à l'idée du musée. Je crois à l'idée de la bibliothèque publique. Je crois à l'exemple de l'édification par le musée et à la nécessité de montrer. Et puis je déteste quand un musée est payant pour les enfants, quand un musée est payant pour les étudiants, quand un musée, etc. Quand un musée ressemble à la fondation Louis Vuitton Mackenzie, pour être simple. Donc, et parce que pour moi, un musée, c'est encore une fois la porte ouverte la porte ouverte dans le bon sens du terme, surtout. Ma difficulté, c'est la boîte de Pandore, qui est ouverte, avec des choses démagogiques. Les députés devant lesquels on passe demain sont sans doute des élus républicains très méritants. J'ai pas la sensation, pour répondre à une question que m'avait posée Armel Malvoisin tout à l'heure, qu'il y en ait un seul qui soit vraiment intéressé par le sujet. Et ça, c'est très dangereux, parce que ça veut dire des gens qui vont traiter de façon technocratique un sujet qui est éminemment, alors passionnel et passionné, mais qui mérite, je crois, un tout petit peu de sensibilité ou quelque chose, voilà. Quand il y a eu des projets de loi sur des tas de sujets, le droit de prendre en bibliothèque, machin, etc., moi je suis toujours intéressé. J'ai écrit un livre avec Patrick Bloch, qui a été président de la commission des affaires culturelles, il y a longtemps, sur la politique culturelle. Et moi j'aime quand les élus quand ils parlent de la danse, ils sont fascinés par la danse, quand ils parlent de théâtre, ils sont fascinés par le théâtre. Et là, je cherche qui est fasciné par ce sujet. J'ai l'impression que le député rapporteur demain, à qui je ne veux aucun tort, n'est pas nécessairement, on va dire, voilà, il a peut-être été choisi par hasard ou parce qu'il faut qu'il ait quelque chose dans son mandat. Ma difficulté, évidemment, c'est que toute cette complexité est résumée demain sans doute en un projet de loi qui va faire 4 ou 5 articles et un effet de manche. Et la difficulté, c'est évidemment ce qui va se passer derrière. Ce n'est pas les objets, la vingtaine d'objets au Bénin. Très sincèrement, ils sont visibles au Quai Branly encore. Vous voyez, il y a un panneau, il y a un cartel depuis cet été qui est posé à leurs pieds, qui dit ces objets font l'objet, etc. Pourquoi pas? Moi, le musée du Quai Branly, je l'adore pour 100 000 raisons. Mais au musée du Quai Branly, il y a 400 000 objets en réserve. Je me dis, c'est pas les 23 objets qui vont nous manquer, qui vont me crever le cœur. Ce qui me crève le cœur, c'est l'espèce d'ouverture géante et la faille abyssale à toutes les démagogies possibles. Et aussi à l'effet boomerang qui va être éventuellement le frein complet et la sclérose de la culture aussi. Et l'absence qui va provoquer des effets collatéraux très simples. Je pense qu'il n'y aura pas de legs, pas de dons au Quai Branly, pas de legs, pas de dons à Guimet, pas de legs, pas de dons à des grands musées publics, à partir du moment où un objet n'est pas une boule lyonnaise qui est donnée à un musée lyonnais, pour faire simple. C'est-à-dire parce que demain matin, qui ira, collectionneur, vouloir rapporter à la connaissance publique un objet qu'il verra, qu'il destine à un musée qu'il aime pour 100 000 raisons et dont il ne sait pas ce que ce musée va être obligé d'en faire le surlendemain, de l'expédier, de le mettre dans une malle ou de l'envoyer à Kinshasa où il sera volé ou revendu au bout de 2 ans. Donc c'est une affaire très complexe qui, demain, c'est pas grave et grave. C'est-à-dire c'est ce qui va servir pour construire éventuellement un modèle. Notre seule chance, pour faire simple, qui a permis de ralentir le débat, c'est que quand SAR et Savoir ont mis leur rapport, cette semaine-là, il y a eu la création des Gilets jaunes.
Alors moi, j'ai pas une sympathie débordante pour les Gilets jaunes, mais là, j'avoue que quand le samedi, ça a occupé tout l'espace médiatique et qu'Emmanuel Macron est obligé de ralentir 2 secondes, je me suis dit, pouf, au moins, ça sert à ça, les Gilets jaunes. Voilà. Donc, alors, il y a, enfin, je vous le dis, je réfléchis à ce qui s'était passé et ce qui aurait pu être très dangereux et ce qui est très biaisé, et ce qu'il y avait eu comme débat sur la restitution sur les restes humains. Vous vous souvenez, il y a 2 exemples récents, il y a plusieurs exemples récents. Il y a des exemples donc, de Fait du Prince dans lesquels Nicolas Sarkozy part avec les manuscrits coréens. Il y a des exemples amusants dont on peut rigoler, où Jacques Chirac se voit offrir à l'Élysée 3 têtes noques. Il est en photo sur Paris Match pour son anniversaire. Et là, boum, les États africains concernés, il n'y avait pas que des noques, je crois qu'il y avait encore autre chose, disent « Ah non mais c'est retour », parce que c'était des objets qui venaient d'un pillage archéologique. Oui. Alors il y a plein de choses comme ça amusantes, et puis il y a des choses qui sont plus graves et qui sont détournées de leur sens. Il y a eu un débat sur la Vénus Hottentote, sur lequel il n'y a pas énormément de discussions à avoir, sur une femme qui a été transformée en monstre de foire, c'est la Calipige, vous connaissez le film de Tadeusz Keshish. Sincèrement, je ne vais pas descendre dans la rue pour m'opposer à ce que cette dame, le corps de cette dame ait été restitué à l'Afrique du Sud, et peu importe qu'elle soit restituée à la bonne ethnie, qu'elle soit zoulou, pas zoulou, ça n'a pas beaucoup d'importance. Le truc plus intéressant sur les restes humains, ça a été le débat sur les têtes maoris. Et quand vous regardez le débat sur les têtes maoris, vous n'avez pas eu de grands spécialistes de la Nouvelle-Zélande qui s'en sont emparés. Il y a eu une adjointe au maire à Rouen, parce que pour des raisons historiques, il y avait à Rouen, dans les collections publiques, des têtes maoris. Et puis il y a eu 2 ou 3 députés qui sont partis en guerre. Alors, il y en avait un qui était en guerre contre, parce que c'est Pierre Lelouch, il est l'élu du 9e arrondissement, alors il est à Drouot, donc il pense qu'il faut être systématiquement du côté des galeristes et des marchands. Pourquoi pas, c'est très clientéliste, mais voilà. Mais c'est pas un argument scientifique. Et puis il y avait en face des gens qui confondent tout, et qui, parce qu'ils ont une culture judéo-chrétienne, où les restes du corps ont une signification particulière, alors il fallait les rendre parce que c'est avec un regard judéo-chrétien qu'on doit penser pour les Maoris. Et donc on a rendu les crânes aux Maoris, là où on pourrait réfléchir, savoir ce qu'on fait éventuellement d'un reliquaire Fang au quota. Je ne dis pas qu'il faut les rendre, je vous dis simplement que peut-être que la conception, le rapport qu'on a aux objets et à une culture, soit qu'on connaît, qu'on ignore, soit qu'on ne connaît pas bien, peut-être qu'il faut s'interroger avant de voter une loi qui finit par défaire quelque chose qui s'appelle le domaine public, qui s'appelle le musée public, et qui s'appelle, on va dire, la République la plus universelle et la plus tournée vers la culture. Je n'ai pas répondu à beaucoup de vos questions, vous n'avez pas encore posé, mais je vous ai livré un moment de réflexion. J'ai terminé, sauf si vous voulez, je continue, mais je peux parler longtemps. Juste un aspect, maître, à propos du rapport Savoie, moi qui m'a... Je passe pas pour regarder le temps que je vous ai pris, parfait. Allez-y, je vous en prie. Que vous nous avez donné. Oui, plutôt. Oui, et je suis surpris que vous ne l'ayez pas évoqué, parce que c'est important. Première recommandation, restitution de tout ce qui est à Branly. Deuxième, et la deuxième, vous la connaissez, et c'est celle qui m'interpelle beaucoup. Il faut que les objets retournent dans les villages et qu'ils soient utilisés. Or, dans ces villages, la plupart, nous, je peux parler du Mali, bien sûr. Ils sont tous musulmans. Il y a un peu d'animisme encore, mais... C'est plein de choses très compliquées et très très sommaires dans le rapport. Oui. Un autre exemple pour voir à peu près l'absence complète de... Alors je veux dire, vous connaissez la formule méchante sur Sarre et Savoie qui a circulé. Non. Je vous l'ai dit pour le plaisir du bon mot, même s'il ne faut pas le prendre comme tel. L'une n'avait jamais mis les pieds en Afrique, l'autre jamais les pieds dans un musée. Et celui qui n'a jamais mis les pieds en Afrique, c'est M. Sarre. Oui, non, je dirais. Il travaille à Dakar. Il ne connaît pas très bien les, non, mais on est d'accord, il connaît les Dakar. Africains. Alors, et puis M. Sarre a écrit dans aumoin.com. Vous savez, c'est un site sympathique qui proche de l'islam radical, dans lequel il publie des chroniques. Donc moi, je suis toujours très très songeur. Et il a son université aussi. Oui. Je préférerais qu'on nomme des Africains. S'il faut choisir dans un casting c'est un casting, un homme, une femme, un noir, une blanche, etc. Tant qu'à faire, je pense qu'il y avait des intelligences en Afrique qui étaient sans doute plus intéressantes à aller chercher que Felwine Sarr.
Surtout que ensuite il y a, au-delà de l'ignorance ou de la connaissance de ce qu'est éventuellement un village en Afrique et de ce qu'est la culture, la religion et les usages, etc. Et puis plein de choses. Très sincèrement, l'histoire des seaux en plastique n'est pas une chose absurde. Un canari, c'est pas du tout pratique. Ça l'a été il y a 150 ans. Pardon pour avoir des liquides de la bière de Mille. Un seau en plastique, c'est beaucoup plus pratique, quelle que soit la façon dont on juge le plastique aujourd'hui. Donc, en revanche, il y a d'autres choses aussi qui sont passées totalement sous silence et qui, moi, me laissent très songeur à chaque fois, ou qui sont ramenées comme ça. Par exemple, il y a cette chose qui m'a beaucoup frappé, c'est l'exemple sur les objets dans le rapport. Dans le rapport, il vise l'Afrique fantôme. Faute d'avoir travaillé et d'avoir des pièces. Tout est présumé coupable, tout est présumé enlevé par la force. Pourquoi ? Avec des choses, un vocabulaire qui est ahurissant de subjectivité. Ce sont des raids scientifiques. Donc, pas persuadé que tous les scientifiques, c'est une histoire très complexe, entre le militaire colonial qui était là en poste, et puis le chercheur ethnologue ou l'inventeur de l'ethnologie qui passait son temps à ramasser des tas de petits trucs. Je ne suis pas sûr qu'on ait les mêmes personnages. Mais ce qui me fascine, c'est il y a un exemple qui dit que tout le monde est coupable, et qui m'a beaucoup frappé. Ils disent, même quand les objets ont été achetés, ils ont été volés. Oui, et là, quel est le raisonnement ? Le raisonnement, c'est de dire, on connaît le même genre d'objet, on sait le prix qu'a fait un objet du même genre à Drouot, en vente aux enchères. Alors, sans aller plus loin, c'est les grandes ventes, c'est la collection de Zara, etc., avec évidemment des objets pour ce qu'on appelle avec un pédigré. Comme vous le savez, un truc extraordinaire, c'est comme si vous nous dites aujourd'hui, regardez le prix d'un pochoir, c'est ce qu'a fait un Banksy chez Christie's, dans une vente retransmise en zoom sur Instagram avec une story. Je ne suis pas convaincu que ce soit le prix que Banksy l'ait pensé au départ quand il avait décidé de faire ce pochoir ou cette œuvre. Et je ne suis pas persuadé que le forgeron Bobo ou le sculpteur Dogon ait eu parfaitement à l'idée un prix du marché qui était juste, même l'idée de le revendre, éventuellement après de le revendre, mais quel est le bon prix ? Et donc pour ramener tout ça en disant le prix n'est pas le bon, parce que regardez, il a été acheté par Griol et Léris à tel prix, or ça n'est pas possible, c'est du vol, parce que la vente Zara à la même époque fait tel prix. C'est ignorer même ce qui est de la base, d'après moi, d'un rapport dans cette matière, qui est le marché de l'art. Le prix que fait un objet, encore une fois, à la sortie de l'atelier, en imaginant qu'il a été fait pour la revente, et puis le prix qu'il fait dans une vente aux enchères phares. Toutes ces choses sont réduites. L'idée de ce qu'est la culture aujourd'hui, le monde irréel et fantasmé de Felwine Sarr et Bénédicte Savoie sur l'état de la culture, l'état des musées, les besoins, les demandes réelles des populations, etc., tout ça est évacué. L'histoire de l'art, elle est torpillée. Le marché de l'art, il est ignoré, non pas dans ce qu'il peut avoir d'intéressant comme point de vue, mais juste dans sa circulation et la façon dont il fonctionne, sur la valeur d'un objet, sur ce qui fait qu'un objet, d'un seul coup, fait un prix, que c'est le bon prix ou pas. Alors, c'est une question de mode. C'est une question de mode, parce que le duc de Malle, quand il achetait un tableau pompier à 30 000 francs or, à l'époque, il y a 50 ans, ça valait 0 francs, 0 centimes, la peinture pompier. Donc il y a un effet de mode, d'opportunité. C'est sûr, mais ce qui est intéressant, c'est que faute d'avoir une idée précise de quel était le prix à payer, ils font des comparaisons qui ne sont pas des comparaisons, qui sont des absurdités. C'est vraiment des rapprochements qui ne veulent rien dire. Donc, qui ne veulent rien dire. Et c'est la grande faillite, moi, ce rapport. C'est-à-dire que quand on part pour lire ça, on s'attend au début, comme on se dit, ces gens ont dû travailler, ont dû réfléchir. Ils ont eu un an. On sait qu'ils n'ont pas auditionné beaucoup de monde, que c'était des espèces de tables rondes en disant à 10 personnes, vous avez 3 minutes pour vous présenter, donc ça ne produit pas beaucoup de choses. Mais on peut, moi je ne leur faisais pas le reproche d'emblée de la méthode, parce que les travaux de Bénédicte Savoie, je les trouve intéressants, les livres précédents. Ceux de Felwine Sarr, non, mais c'est mon point de vue politique. Et donc je m'attendais au minimum, on va dire, à ce que ça sert à ça. Quand on fait un rapport, vous savez, on l'écrit et puis on le remet en projet au commanditaire d'abord, pour qu'il soit regardé, critiqué, disséqué, amendé. Quand vous faites une erreur de perspective, ça arrive de se tromper, d'avoir loupé un truc, de faire un mauvais raisonnement, de partir sur une mauvaise piste. Donc là, par défi politique ou volonté d'aller plus loin, il n'y a pas de travail du tout, il est brut de décoffrage et il est balancé chez l'éditeur, balancé en bonne feuille dans l'eBay et il sort comme ça.
Et il arrive sur le bureau du président de la République, où les conseillers ont eu 5 heures pour regarder, et avant qu'il soit... voilà, les présidents doivent se prononcer, puis heureusement les gilets jaunes arrivent, donc le décor change. Qu'est-ce que je peux vous démontrer? La pauvreté du raisonnement juridique. Je ne vais pas vous faire un cours de droit, mais la présomption de culpabilité, ça n'existe même pas pour les biens juifs spoliés. Choses sur lesquelles on pourrait s'interroger. Hein. C'est-à-dire que même pour vous être représenté, c'est mon cas assez souvent, une famille juive dont les biens ont été volés, embarqués par la force, entre l'arrivée d'Hitler au pouvoir, et puis en passant par le régime de Vichy, etc., vous devez rapporter la preuve que l'objet vous appartenez bien, vous devez rapporter la preuve que l'objet n'a pas été vendu par la famille, parce que par ailleurs, il y avait des grandes familles de marchands, il y avait des galeristes, il y avait des collectionneurs, et donc vous devez démontrer, je me souviens très bien encore, moi, il n'y a pas longtemps, en train de regarder les courriers avec une dame que j'aime beaucoup, dont la famille était un peintre hanséatique, enfin du nord de l'Allemagne, une grande famille de portraitistes juifs qui a peint pendant des siècles, c'est une famille de portraitistes, ils ont peint toutes les grandes fortunes de Hambourg. Et accessoirement, les peintres de la famille ont peint aussi les enfants de la famille, ont peint la femme de la famille, la mère, leur père, enfin tout le monde. Tout le monde s'est peint, en dehors de vendre des tableaux, etc. Et il nous a fallu énormément d'énergie pour démontrer auprès des grandes maisons de vente et des musées que les tableaux que nous réclamions n'étaient pas des tableaux qu'avaient vendus les peintres, mais des tableaux qui avaient été faits pour la famille et conservés. Et on a retrouvé heureusement des photos d'anniversaire. Il y a une bar mitzvah où on voit dans le fond, accroché, après il y a des réjouissances, il y a des agapes, et on voit un tableau. Et puis après, il a fallu qu'on sorte les lettres. Et moi, je me souviens, j'ai été un peu glacé. Cette dame a sorti les correspondances de sa mère, et sa mère, réfugiée à Limoges, écrit au Herr Commandant, je ne sais plus quoi, en allemand, dans un allemand extrêmement stylé et très beau, pour dire l'objet nous a été arraché là lorsque les forces armées de je ne sais plus quoi, je ne sais plus si c'est la police ou je ne sais plus quoi, est arrivé dans la maison. C'était en août 1934. On nous a volé ça, on nous a pris ça. D'ailleurs, on a détruit le buffet, le machin et bidule. La vaisselle a été cassée. Et puis l'officier répond et il répond à Hitler. Enfin, c'est une correspondance, c'est glaçant. C'est une correspondance courtoise de quelqu'un. Et je me suis servi de ça pour démontrer que les tableaux donc, avaient été volés, parce qu'ils ne sont pas présumés volés. Chez Sarre-Savoie, on est au-delà de ça, c'est-à-dire, voilà, c'est ce qu'on n'a même pas, ce qu'on ne demande même pas, ce que les familles juives ne demandent même pas comme principe, je travaille beaucoup avec le mémorial de la Shoah, c'est même pas un principe, ils sont d'accord sur l'idée légale sur laquelle il faut prouver. Il faut prouver. Sinon, c'est la présomption de culpabilité et le contraire d'un état de droit. Et là, chez Féline Sarre-Savoie, tout est volé, démontrez-nous que ça ne l'est pas. Ce qui est, dans la plupart des temps, des cas impossibles. Rapporter la preuve, quand vous connaissez les inventaires des musées, la façon dont ils ont été faits, ce que c'est qu'un récollement aujourd'hui par rapport à ce qu'était un inventaire au XIXe siècle, ou l'arrivée dans une collection royale au XVIIIe, etc., l'apport éventuellement par un artiste peintre, de cubiste, j'en sais rien, ou un surréaliste, le don, etc., c'est très 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 difficile. Et à part une poignée d'objets sur lesquels on peut déterminer le prix de départ, l'endroit, le 1, très sincèrement, on spécule beaucoup. Et donc tout ça a été évacué au principe d'une idée selon laquelle, en arrière-fond, il y a esclavage, colonisation, culpabilité. Et donc le pire, à la fin, non pas Bolloré le train, contre qui j'ai rien par ailleurs, enfin j'ai rien, si, mais c'est pas mon sujet de ce soir. Et à la fin, c'est le musée des Quai Branly doit payer. Voilà. Et juridiquement, ça se passe comment? Un donateur qui donne quelque chose à un musée, moi je lui dirais aujourd'hui... Le musée peut-il le restituer, ou est-ce que les descendants du donateur peuvent casser la donation? Si le donateur n'a rien prévu, le musée fera ce qu'il... Enfin, le musée, il peut prévoir. Vous prenez Barnes, allez, Barnes, le grand musée, la grande fondation de Barnes. Alors, il y a une entourloupe pour les faire voyager, une partie des Barnes, mais la volonté de Barnes, c'était les tableaux ne sortent pas. Absolument. Je les donne à ma fondation, et les tableaux doivent rester sur place et doivent être visibles sur place, et pas ailleurs. Donc vous pouvez la sortir avec plein de conditions sur lesquelles c'est impossible de prêter, de montrer, de ceci, de cela. Et après le musée accepte ou accepte pas. Une donation, ça passe devant une commission, on dit c'est trop ou c'est pas assez. C'est le cas de Chantilly avec le... Au musée, bien sûr. Oui. Au musée du barreau de Paris, dont je suis le conservateur, j'ai une collection de tableaux incroyables sur l'affaire Stavisky. Parce qu'il y a un peintre qui s'appelle Pierre de Bellay, qui est un peintre intéressant, qui était un peintre de Bretonne. C'est un peintre de Morlaix. Enfin, il faisait des Bretonnes et des Marines.
Et puis il s'est passionné pour les cours d'assises. Il est rentré un jour par hasard dans le palais de justice, et comme on peut y dessiner et y peindre, pas y photographier, hein, mais il a demandé de poser son chevalet. Et pendant toute l'affaire Stavisky, il a fait tous les personnages. Et c'est la plus belle documentation iconographique sur l'affaire Stavisky qu'on connaisse. Bien meilleure que ce qu'avait fait la presse, les photographes, sauf que le problème, j'ai 140 tableaux, dont la plupart font 2 mètres, 3 mètres, c'est les scènes des salles d'audience, démentes. Et Madame de Bellay, la veuve, qui aujourd'hui est décédée, nous a dit « je vous les donne, à condition que vous en exposiez 20% en permanence ». Il faut... Alors j'ai l'astuce, hein, c'est qu'on en a mis dans tous les bureaux. Donc voilà, alors quand on me dit on veut changer la déco, je dis « ah non, non, sinon on perd le don de Bellay. Donc vous gardez là, derrière vous, Stavisky à la barre, je me fous de savoir si ça vous plaît ou pas, c'est le prix à payer pour qu'on les garde. Donc sinon c'est restitution à la famille. » Donc c'est plein dont on peut assortir. Mais aujourd'hui, je vois... Là, c'est lié à une clause à la donation, oui. Mais une donation normale... Non, la plupart des gens ne font pas. Ils ne font pas attention. Ils pensent que l'État, parce qu'il y a un vieux principe en droit ici, c'est le domaine public, c'est-à-dire l'inaliénabilité. Quand vous donnez un objet à l'État, il est tenu, il ne peut pas s'en dessaisir. Ouais. Cette histoire, on l'a eu beaucoup dans des débats très compliqués lorsque les bibliothèques publiques ont commencé ce qu'on appelle le désherbage. Le désherbage, c'est un exemplaire d'un livre est tellement abîmé, on en a 5 ou 6 parce qu'on en a acheté parfois des doublons, puis on n'en sait rien, puis on pensait qu'il y avait plein de lecteurs, et après on en a 5 ou 6, dont 1 ou 2 dépenaillés, et le domaine public fait que normalement on a l'interdiction de les enlever, de les foutre à la poubelle ou de les revendre. Les municipalités s'arrangent un peu, donc les bibliothécaires font du désherbage, mais c'est toujours des discussions très compliquées, où tout le monde débat en disant, d'abord on n'a pas le droit, et puis si on le fait, il faut vraiment être sûr de l'autre coup, c'est-à-dire ce qu'on enlève, ce qu'on n'enlève pas, il faut vraiment, voilà. Donc, en théorie, ça ne bouge pas. Donc, les donateurs et les légataires pensent innocemment ou candidement que rien ne bougera. Et tout ce qu'ils négocient, en général, c'est leur nom sur une salle. Voilà. Et donc, c'est problématique. Évidemment, c'est pour ça que ça a des effets qui vont bien au-delà de la question de 20 pièces ou de 30 pièces du Bénin. Ça a des effets globaux sur ce qu'est l'idée, moi qui m'est très chère, selon laquelle on peut donner à un musée. J'ai fait il y a... 10 ans, 12, 13 ans, je suis très bibliophile, j'étais très bibliophile, et pour des tas de raisons, je collectionnais les pamphlets pré-révolutionnaires, révolutionnaires, qui sont les amours de Charles-Antoinette, l'orgie royale, le bordel royal, enfin bref, chacun ses marrantes. Il y en avait beaucoup, Chantal Thomas, excellente écrivaine, a fait un livre qui s'appelle La Reine scélérate, c'est quelque chose de très documenté, et j'avais globalement tous les pamphlets connus à la BNF, tous ceux de la British Library, j'avais tout. Et puis un jour, j'achète un pamphlet, je trouve un pamphlet, je chine un pamphlet que personne n'a, qui est dans aucune bibliothèque, rien. Pour des tas de raisons, j'ai appelé tout le monde, j'ai appelé le conservateur à la BNF qui dit on l'a jamais vu, on sait même pas, on n'a même pas entendu parler de ce truc-là, montre-le-nous, tout le monde a regardé, on a fait des copies, etc., on l'a scanné, machin. Et puis un expert m'a dit bon, il est temps de vendre, hein, parce que tu peux attendre 150 ans que trouver encore un pamphlet que personne n'a. Peut-être qu'il n'y en a plus, peut-être que tu les as tous. Et puis ils sont tellement petits, tu les vois plus. Et puis le principe d'une collection, c'est que ça doit se transmettre. Et il m'a dit, on fera une vente à Drouot. Et il me dit, mais fais une chose, donne le pamphlet que la BNF n'a pas à la BNF. N'attends pas qu'ils préemptent, qu'ils dépensent leurs sous pour des choses utiles. Toi, tu vas gagner assez d'argent, parce que là, tu vas faire vraiment, tu vas plus que rentrer dans tes sous. Mais c'était bien le cas. Et j'ai fait ce que l'enfant d'une bibliothèque publique a fait. C'est-à-dire éduqué par Elsa Triolet, je suis allé à la BNF, et la conservatrice qui avait regardé mon truc avec des yeux... voilà, je lui ai dit, voilà, je vous en fais cadeau, parce que c'est... Voilà mon dos. Mais je serais très désagréablement surpris si demain matin, ces objets que j'ai donnés à la BNF, etc., partaient ailleurs qu'à la BNF et quittaient la collection dans laquelle ils forment un ensemble, un tout documenté par des gens qui sont là, etc. Et ça m'emmerderait, par exemple, que ce soit rendu à des royalistes à Versailles. Voilà, par faire simple. Pardon, je vous en prie, la parole circule. Mais le legs, donc, n'est pas assuré. Par exemple, on peut mettre un legs avec condition. C'est une consultation juridique, cher ami Lord. Mais c'est pour tout le monde. Non, je vous en prie, oui, bien sûr. Alors là, on dit c'est pour un ami. C'est un ami qui a un problème. Non, je ne parle pas pour moi, bien que... Je plaisante. Bien que je fais un leg, là. Très bien. Mais un leg, on peut la sortir de condition. Par le notaire. Mais je pense au leg artère, par exemple. Oui. Très important. Est-ce que le Cameroun peut venir et dire c'est notre patrimoine? Oui. Et nous nous retrouverons non pas avec une décision qui sera prise par des chercheurs camerounais ou par des chercheurs français au Quai Branly. Nous serons avec éventuellement un élu de la nation qui dira ah bah oui, il faut rendre au Cameroun parce qu'on a forcément volé ou c'est plus juste.
Et donc on aura un truc délirant qui nous passe par-dessus, qui fera fi de l'histoire, qui fera fi de tout, qui fera fi des vraies raisons pour lesquelles il faut rendre ou pas rendre, et qui décidera qu'il faut donner à un musée. Alors à l'heure actuelle au Cameroun, je ne nous le souhaite pas. Pour des tas de raisons. Donc, quand on voit l'état du Cameroun actuel, je pense qu'à partir du moment où l'aéroport ne marche pas de nuit parce que les radars sont en panne et pas réparés depuis un an, il y a quelques soucis généraux. Mais voilà, à l'université, là pour le coup, j'ai fait cours dans le noir. Il n'y avait plus d'électricité du tout, mais depuis 2 ans, à Yaoundé. Donc, ce qui est une expérience, toujours, j'ai dit aux étudiants, on va peut-être sortir. Ils m'ont dit, il va pleuvoir. J'ai dit, alors bon, on va faire quoi dans le noir? Comme tout le monde a un téléphone portable, on s'en est sorti. Tout le monde a éclairé la salle. Mais donc, je me dis, voilà. Et effectivement, on n'est pas à l'abri de ce genre de bêtises. Mais encore une fois, je ne suis pas contre la discussion. C'est-à-dire, je suis pas dans un a priori, je suis pour des tas de raisons de réflexion et de travail plutôt opposé à la restitution, quand elle est présentée comme un truc global. Mais je ne suis pas un acharné et on ne doit rien faire transmettre et rien. Il y a des tas de choses à faire. Il y a des tas de constructions possibles, de musées, d'endroits de recherche, de collections inventées. Voilà. Ce qu'on avait tenté de faire avec le musée du Quai Branly et Bamako. Quand il y a eu les Siwara montrés. Voilà. Alors après, ce n'est pas une expérience qui a beaucoup duré, parce que pour 15 000 raisons, le musée de Bamako, voilà. Mais il y avait personne. Oui, mais en même temps, il faut commencer par mettre, et puis après, on voit s'il fait le vide du monde. Si on raisonne uniquement en termes de public, on ne construit pas un musée du tout. Il ne faut pas raisonner, il faut dire, on commence, et puis on verra bien. Et si au bout de 20 ans, il n'y a personne, peut-être qu'on se posera la question. Mais c'est au bout de 20 ans. Non, mais je suis d'accord. La question, c'est pas de savoir ce qu'on propose, c'est aussi de savoir si ça nous coûte quelque chose, si ça nous enlève quelque chose. Oui. Moi, je réfléchis toujours en question de réserve, de savoir, est-ce que cet objet, on l'a travaillé? Est-ce qu'on a encore besoin pour la recherche? Est-ce que c'est nécessaire pour expliquer? Est-ce qu'on en a besoin dans une vitrine? Ou est-ce qu'on le laisse dormir dans une cave? Très sincèrement, parfois, je me dis qu'il vaut mieux qu'il dorme dans un musée où il n'y a pas grand monde en Afrique plutôt que dans une cave. Mais c'est un cas par cas. Encore une fois, c'est impossible de faire une généralité. Et ce que je n'aime pas dans ce débat et dans tout ce qui se passe, c'est une espèce de vox populi absurde, démago et porté également par les élus de la République, qui, parce que ce sujet ne les intéresse pas et ne les passionne pas, disent « bah oui, il faut rendre, parce que ça ne mange pas de pain ». Dans une confusion générale où tout y passe, la mort de George Floyd, le comité à Adama, les restitutions, les statuts, et tout ça est dans un espèce de gloubi-boulga, boum, ou d'une confusion complète. Voilà. Et d'une pauvreté de raisonnement et de réflexion et de connaissance de l'histoire. Comme quand on voit la statue de Victor Schœlcher déboulonnée, on se dit là quand même, les bras dans le tombe. Victor Schœlcher, moi je veux bien discuter de savoir s'il faut... C'est l'ignorance. Voilà. Mais nous sommes aujourd'hui, plus que jamais, la bêtise n'est pas une nouveauté. La difficulté aujourd'hui, c'est que la bêtise, elle est publique par les réseaux sociaux et les téléphones portables. Et qu'elle a droit de citer partout. Je vous en prie. Vous nous avez bien dit qu'un bien qui appartient à l'État ou à un établissement public ne peut pas être cédé. Oui, c'est l'inaliénabilité. C'est toujours compliqué à dire, même après 27 ans d'avocature. Mais dans ce cas-là, comment pouvez-vous parler d'envisager une éventuelle réforme? Parce que c'est possible si la loi, si le Parlement décide autrement. C'est ça l'astuce. Il peut être rétroactif? Alors, c'est tout l'objet. Si vous regardez l'histoire ces dernières années, ce qui s'est passé, c'est que chaque fois qu'il y a eu ces débats, les têtes maoris, le corps de la Vénus Hottentote qui était au musée au Jardin des Plantes, musée d'histoire naturelle, au Muséum d'histoire naturelle, ou les cas des manuscrits coréens, il y a 2 possibilités. Soit vous faites un fait du prince, vous partez par-dessus, vous dites c'est un prêt, même si ça ne trompe personne, c'est-à-dire vous prêtez pour 100 ans, en disant de toute façon on ne demandera jamais le retour, et donc vous trichez avec la loi. Soit vous décidez de faire voter un projet de loi qui, d'un seul coup, fait une exception au principe d'inaliénabilité. C'est ce qui s'est passé pour les têtes maoris, et c'est ce qui s'est passé pour la Vénus Hottentote. 2 cas de figure seulement. Et ça n'est pas ce qui se passe, c'est quand on a... et si, il y a eu un principe global pour ce qu'on appelle les MNR, c'est-à-dire les biens juifs spoliés qu'on voit dans les musées. Il y en avait à Beaubourg, il y en a encore au Louvre. On a des objets, mais là, parce qu'on n'a pas l'identification des familles. Donc c'est la loi. Il n'y a que la loi qui permet réellement, sans tricher, d'enlever des collections publiques et de dire on casse le principe pour cet objet. Mais le principe, c'est un principe. Quand ça rentre dans le domaine public, si vous donnez un objet à un musée public, à une collectivité publique, et si elle accepte ce don,
elle ne peut plus s'en débarrasser. Il ne peut pas y avoir une loi qui va le permettre. Il peut y avoir une loi qui le permet, mais au cas par cas. Il n'y a pas de loi pour l'instant. Oui. Heureusement, il n'y a pas de loi qui dit les musées peuvent vendre. Oui. Heureusement, parce que sinon, on aurait des erreurs en permanence. Des volontés selon la mode, selon le consommateur à qui on dit pendant la Covid, vous avez perdu 6 mois de clients et de billetterie, donc vous n'avez qu'à vendre des objets. Donc, heureusement qu'on a cette loi, c'est pour garantir. C'est pour lutter contre les appétits, les idées saugrenues et pour aller à l'épreuve du temps et conserver et enrichir les collections publiques. Donc c'est un vieux principe jurisprudentiel qui a été construit, c'est le Conseil d'État. Je vous passe la série d'arrêts, mais en gros c'est un principe, voilà. Mais on peut le battre en brèche sur des cas de figure particuliers. Et on le bat en brèche, aussi, sur des cas de figure. Voilà, un bien a été manifestement pillé dans un site archéologique il y a moins de 30 ans, etc. On sait qu'il a été pillé, c'est en pleine illégalité, il y a des conventions internationales qui interdisent le pillage. Et si ça arrive dans une collection publique que quelqu'un donne, on dit non, vous l'avez donné, mais vous n'aviez pas le droit de le donner. On est d'accord. C'est-à-dire que vous étiez vous-même un receleur ou un voleur. Donc vous n'étiez pas le légitime propriétaire, pas celui qui pouvait faire le don. Mais il y a un autre problème, parce que vous parlez des spoliations juives. Mais en fait, il y a des tas de gens qui n'étaient pas juifs qui ont été spoliés. Et maintenant, on met tout sous l'appellation juif, alors que, par exemple, les deux donateurs de tableaux du Louvre, qui étaient des Strasbourgeois, en fait, ont été spoliés puisqu'ils étaient homosexuels. Donc on se retrouve avec un tas de tableaux qui ont été pillés dans les châteaux ou autres, et qui n'étaient pas du tout liés à ce milieu. Et puis maintenant, on a tendance à vouloir tout regrouper sous cette appellation, ce qui risque d'être un peu compliqué. Et il y a eu un autre problème à ce niveau-là, quand il y a eu, il y a quelques années, 2 couvres des cloches du service Orloff qu'avait commandé Catherine II, et une partie a été vendue à Berlin en 29, je crois. Il y a 2 pièces qui sont passées en vente à New York. Il y a des gens qui ont dit, les fils de Jacques Elf, qui était le grand spécialiste d'argenterie en France avant et après la guerre, qui ont dit ça a été pillé dans notre famille, etc. La vente a été bloquée. Le vendeur a recherché dans les archives familiales et a retrouvé un certificat de Jacques Elf qui était fait après la guerre, qui authentifiait les pièces et qui les a jamais revendiquées parce que c'était pas lui. Alors on se retrouve toujours avec des histoires très compliquées pour justifier, où en ce moment il y a un procès avec 3 pièces qui sont du musée de Troyes, qui sont revendiquées par, ce sont des peintures fauves, je crois, qui sont revendiquées, qui provenaient de la collection de Pierre Lévy, et qui venaient d'une collection juive. Et alors ils sont en train de dire, ah ben oui, mais ça nous a été volé. Mais est-ce que Pierre Lévy a volé à un juif, ou est-ce que le juif, pour survivre, avait besoin d'argent et lui a vendu les tableaux? C'est très compliqué après ce genre de débat, parce que personne ne peut prouver quoi que ce soit dans une affaire comme ça. Oui. Non, mais c'est ce que j'essaie d'expliquer. C'est encore une fois, pour moi, il n'y a qu'une seule règle, mais c'est pas la paresse. Justement, c'est le cas par cas et c'est le travail. Et c'est le grand reproche qu'il faut faire à toute cette histoire, c'est que ça fait fi du travail, de la recherche et du savoir. C'est-à-dire, on dit, allez, on balance, et puis ensuite, on s'apercevra que l'histoire est beaucoup plus complexe. Et puis, par exemple, pour la Mésopotamie, une pièce mésopotamienne, on la rend à qui? À l'Irak, à la Syrie. Bon, on est dans l'archéologie et dans le... Non, mais sur ça, il faut... Alors, attendez, sur ça, François, il ne faut pas non plus donner des arguments dans l'autre sens qui sont, un peu vains. Il y a un seul mérite à un moment de Bénédicte de Savoie qui dit, écoutez, c'est très compliqué. Elle dit, je suis d'accord, il y a un problème. Si on rend au Yoruba, ça ne veut rien dire. À qui on rend, de quel côté de la frontière, au Nigeria, au Bénin, bien malin. Est-ce qu'on rend à un chef de village? Est-ce qu'on rend, etc. Elle dit, c'est très compliqué. Donc elle dit, et elle le dit un peu avec ironie, elle dit, s'il y a bien un acquis intéressant dans la colonisation, c'est le découpage et de l'étatique, c'est-à-dire la création des États. Et elle dit, alors, faute de mieux, on va rendre aux États. Moi, je pense qu'on peut passer par-dessus la question de l'ethnie, etc., si on considère et si on accepte l'idée du musée public, par l'État, par une région, par une grosse municipalité, parce que à chaque fois on peut contourner l'obstacle, mais à condition qu'on accepte, parce que les gens qui sont pour les restitutions disent ça n'est pas pour un musée, c'est encore une fois, c'est pour aller dans un village et être utilisé par une femme dans un truc de ce qui n'a aucun sens. Et donc c'est ça qui est dangereux aussi. C'est non seulement le fait de faire l'impasse sur l'histoire de l'objet, mais en plus d'aller vers une absurdité pratique. Mais je suis très sincèrement pour le coup, les États estivales, les États africains, mais les États européens ont été découpés comme ils ont été découpés, mais à un moment, il existe encore dans certains endroits, il y a des États qui fonctionnent.
Il n'y a pas que des dictatures, il n'y a pas que des trucs faits n'importe comment. C'est jamais les cohésions, c'est jamais découpé parfaitement. Et heureusement, parce que sinon on serait tous dans un truc d'apartheid où il y aurait à la frontière de l'Auvergne, il y aurait une barrière et après on serait chez les autres, etc. Il y a des endroits où ça peut fonctionner. Voilà. Donc il n'y a pas que des demandes, il y a des demandes farfelues pour un village. Il y a des gens qui disent à Accra, où il y a un musée qui vaut ce qu'il vaut, hein, mais où il y a un État qui fonctionne, un des rares où il y a une alternance démocratique, hein, le Ghana depuis l'indépendance, aussi parce que c'est peut-être le premier qui a été indépendant. Voilà. Il y a des gens qui disent non, on ne vous demande pas de ramener dans un truc à notre village, on vous demande si nous on peut avoir à côté des objets qu'on a, et si vous en avez 3 ou 4 exemplaires, au British Museum, si vous pouvez nous en donner un, ou nous en prêter un. Et ce n'est pas le même type de demande que la demande délirante qui est faite d'envoyer au village un truc en disant voilà.